Bonjour à tous et bienvenue à ce 19e webinaire Energis destiné à vous expliquer les fonctionnements des décrets tertiaires et des décrets BACS. Je suis Marc Massonneau, je suis le directeur commercial de la société Energis et je suis accompagné aujourd'hui de Florian Bouvier, responsable opérationnel sur la partie assistance à maîtrise d'ouvrage et notamment pour tout ce qui va concerner les nouvelles réglementations sur les bâtiments tertiaires. Florian est notre expert en assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment sur ces sujets-là. Et je vais vous partager notre présentation. Pour représenter Energis, c'est une société d'origine nantaise qui existe depuis une vingtaine d'années. Nous sommes présents dans 7 agences qui sont réparties sur l'ouest de la France, mais aussi sur la région bordelaise, lyonnaise et région parisienne. Nous intervenons sur 5 grands domaines, les audits et études, l'assistance et maîtrise d'ouvrage, la conception et la maîtrise d'œuvres fluides, le suivi en performance énergétique et une partie conseil. Nos activités s'étalent des projets de logement collectif, tertiaire, un sujet que nous avons évoqué ce matin, mais aussi la construction de logements individuels, tant sur le marché du neuf que sur le marché de la rénovation-réhabilitation. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc ce matin, nous avons réuni pour vous proposer un sujet d'actualité qui sont les décrets tertiaires, les décrets BACS. On va essayer de vous donner quelques éléments pour mieux comprendre vos obligations et agir efficacement sur ces obligations liées aux bâtiments tertiaires. L'objectif du webinaire, nous allons ensemble essayer de clarifier la réglementation qui est assez complexe, qui est assez floue, qui est surtout très riche de points de vigilance. L'objectif pour vous, et on espère que vous aurez une partie des réponses, c'est de bien comprendre les obligations que vous avez, puisque chaque bâtiment a des complexités différentes, d'identifier les bâtiments qui sont concernés, puisque vous avez un panel de différents usages qui sont concernés ou non. Déterminer les objectifs de performance énergétique que vous devriez être en capacité d'atteindre sur les prochaines années, et puis de comprendre quelques étapes qui vous permettront de déclarer et d'engager ces démarches ou de vous en affranchir. Florian, on attaque par le décret tertiaire. Donc le décret tertiaire, c'est un décret qui remonte à 2019, issu du dispositif éco-énergie tertiaire, dont l'application a démarré depuis 2021 sur tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², avec un objectif clair, une réduction progressive de la consommation d'énergie de ces bâtiments-là. Depuis quelques années, on est déjà bien enclin sur la réduction des consommations d'énergie en logement. Là, on s'attaque au tertiaire. Exactement. Et pour savoir qui est concerné, les bâtiments concernés par le décret tertiaire, il y a 3 grandes familles. Le premier cas, c'est si vous avez un bâtiment unique composé à 100% de surface tertiaire et de plus de 1000 m². Donc là, vous êtes concerné par le décret tertiaire. Il y a également le deuxième cas, les bâtiments mixtes, c'est-à-dire potentiellement des logements dans les étages supérieurs et du tertiaire sur les étages inférieurs. Si le tertiaire fait plus de 1000 m², vous êtes concerné également par ce décret tertiaire. Et le troisième cas qu'on retrouve quand même assez souvent, c'est s'il y a plusieurs bâtiments sur une même emprise foncière. Donc là, c'est bien la somme des surfaces de chaque bâtiment qui va être regardée pour savoir si on est assujetti au décret tertiaire ou non. Par exemple, un technoparc composé de 3 bâtiments de 500 m², chaque bâtiment sera soumis au décret tertiaire. Et petit point aussi important, c'est qu'une fois que vous avez été assujetti au décret tertiaire, vous le restez, même si votre surface passe en dessous des 1000 m². Il y a quand même quelques bâtiments qui ne sont pas soumis au décret tertiaire. Donc ça va concerner principalement les constructions avec des permis de construire à titre précaire, des lieux de culte, des bâtiments à usage opérationnel, donc que ça soit militaire, caserne de pompiers. Voilà, donc il y a quelques cas très spécifiques où on n'est pas concerné par ce décret tertiaire. Ensuite, la qualité et obligation des assujettis, il va bien falloir différencier 2 grandes familles, c'est-à-dire les propriétaires des bâtiments et les occupants. Donc ça peut être parfois la même personne, mais généralement, ça va être 2 entités différentes. Le propriétaire a un devoir d'information sur l'assujettissement aux obligations, donc il doit informer l'occupant, donc soit à travers le bail, soit à travers d'autres moyens. Et c'est bien l'occupant du bâtiment qui doit se déclarer sur la plateforme Opéra et qui doit renseigner ses consommations. Donc c'est bien l'entité juridique qui occupe le bâtiment qui est soumis à l'obligation du décret tertiaire et non pas le propriétaire directement. Et donc au niveau des actions à réaliser, le propriétaire a comme devoir de transmettre à l'occupant les consommations, donc notamment des espaces communs s'il y en a.
ou des équipements communs. Je ne sais pas, si par exemple vous avez un équipement de chauffage qui est commun à l'ensemble du bâtiment, ben, il faudra transmettre les consommations en fonction des différentes clés de répartition aux occupants et également transmettre la surface des parties communes qui est allouée au lot. Et pour le côté occupant, l'occupant a lui l'obligation de se déclarer sur la plateforme Opera, donc de créer son compte, de déclarer ce qu'on va appeler les EFA, c'est les entités fonctionnelles assujetties, avec la surface qui est associée, et de renseigner sur cette plateforme Opera les consommations, avec également la consommation de ce qu'on appelle l'année de référence. Donc, c'est-à-dire la consommation de l'année de référence doit être située entre 2010 et 2022. Et donc, c'est à partir de cette consommation d'années de référence qu'on va pouvoir voir un petit peu les économies réalisées. Et annuellement, il faudra bien sûr renseigner chaque année les consommations de l'année précédente et de vérifier l'atteinte des objectifs annuellement à travers une attestation qui est délivrée par la plateforme Opera. Quand tu parles d'année de référence, on parle de l'année qui consomme le plus, celle qui consomme le moins? Idéalement, l'année qui a consommé le plus, c'est pas toujours facile de l'avoir, puisque si on a pris, on est arrivé dans des surfaces tertiaires ou dans des bureaux il y a 2 ans, ben l'année de référence sera la première année pleine et entière d'exploitation de la surface tertiaire. Ok, et pour préciser, parce qu'on voit qu'on a quand même des tertiaires qui sont vacants Mm. aujourd'hui, c'est le propriétaire qui a une obligation s'il n'y a pas d'occupant en fait. S'il n'y a pas d'occupant, dans ce cas-là, en fait, l'occupant, on va dire fictif, c'est le propriétaire. Et donc, il doit déclarer sur la plateforme Opera les consommations. Il y a une petite case sur la plateforme Opera pour dire locaux vacants. Alors, l'objectif du décret tertiaire, il faut avoir en tête que ce décret tertiaire, c'est un peu une première en France, c'est bien une obligation de résultat et pas de moyens. Donc, c'est-à-dire que pour la première fois, on va vraiment regarder vos consommations sur les factures et non pas via un calcul théorique ou une obligation de moyens. Et donc, le décret tertiaire, il y a 2 objectifs, et c'est pas l'un et l'autre, c'est bien l'un ou l'autre. Donc, le premier objectif, c'est l'atteinte en valeur relative, donc c'est ce qu'on a entendu le plus parler. Donc, c'est notamment atteindre 40% d'économie en 2030 par rapport à l'année de référence, 50% en 2040 et 60% en 2050. Donc, hormis dans des cas où on a une année de référence avec une très forte consommation, divisée quasiment par deux ou plus que par deux sa consommation énergétique, c'est extrêmement complexe, voire inatteignable. Et donc, dans ce cas-là, c'est plutôt le deuxième objectif, qui est l'atteinte en valeur absolue, où là, on va vous demander d'atteindre un certain niveau de consommation par mètre carré. Donc, ça va être en kilowattheure par mètre carré. Et ce seuil de consommation à atteindre, il va être différent en fonction de votre activité. Donc, si vous avez une surface tertiaire de bureau, serveur, un local de stockage, une école, voilà, donc la catégorie d'activité va définir votre niveau de consommation à atteindre. Et comme tout ça, c'est assez simple, bien sûr, il y a différentes sous-catégories d'activités et aussi des intensités d'usage qu'on va évoquer en suivant. Donc, un petit exemple qu'on souhaite mettre en évidence sur notamment un immeuble de bureau, c'est que vous avez une valeur par défaut sur la plateforme Opera, qui est souvent la valeur la plus, on va dire, pénalisante, la plus difficile à atteindre. Et donc, cette valeur-là va intégrer des intensités d'usage qui, sur des bureaux, sont l'amplitude horaire, la surface par poste de travail et le taux d'occupation. Et donc, la valeur cible, par exemple, par défaut pour des bureaux, c'est 100 kWh par mètre carré par an. L'occupant peut définir des intensités d'usage qu'il peut déclarer chaque année. Donc chaque année, il va pouvoir donner une intensité d'usage différente de sa surface tertiaire. Et à titre d'exemple, sur la droite, si on passe sur une surface de 12 mètres carrés par poste de travail par rapport aux 18 mètres carrés de la valeur par défaut, sachant que 12 mètres carrés, ça reste encore relativement confortable quand même pour un poste de travail, et un taux d'occupation des bureaux à 80%, ben on se retrouve avec une valeur à atteindre de 134 kWh par mètre carré par an. Donc là, on voit que tout à l'heure, si on veut respecter la valeur relative, faire une diminution de 40% des consommations, ça peut être parfois très complexe. Là, juste en jouant un petit peu sur les intensités d'usage, eh ben, il y a quasiment ce 30 à 40% de différence de consommation. Et ce qui montre l'importance de cette intensité d'usage à déclarer. Et cette intensité d'usage, ben, hormis l'occupant, il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui peut prendre la responsabilité ou le connaître à la place de l'occupant. Voilà, donc c'est extrêmement important d'avoir en tête que l'intensité d'usage peut changer radicalement l'objectif à atteindre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas viser, bien sûr, la valeur par défaut, mais on peut très bien respecter le décret tertiaire en ayant une consommation supérieure à la valeur par défaut.
À titre d'exemple, sur un bâtiment où on a pu faire une mission, sur un même bâtiment, donc une même performance thermique des parois, un même équipement de chauffage qui était collectif, et ben en fonction des différents occupants, donc là qu'on a le lot numéro 1, 2 et 3, et ben on constate que la consommation par mètre carré est radicalement différente. Voilà, le lot numéro 1, par exemple, on est plutôt aux alentours de 30-40 kWh par mètre carré par an. C'était typiquement des salles de réunion qui étaient occupées partiellement. Et lot numéro 2, où on est plutôt aux alentours des 150 kWh par mètre carré et par an, on était plutôt ici sur une société d'informatique avec des intensités d'usage et des besoins beaucoup plus conséquents. Voilà, tout ça pour vous montrer que sur un même bâtiment, en fonction de l'occupant et de son usage, on peut vraiment avoir des consommations très, très différentes avec une même performance thermique du bâtiment. Si on doit préciser, Florian, là, l'analyse, elle se fait à l'échelle du bâtiment ou elle se fait à l'échelle de l'occupant? Parce que là, on voit qu'il y a plusieurs lots dans un même bâtiment. Oui, alors l'objectif du décret tertiaire, il n'est pas analysé sur l'ensemble du bâtiment, c'est bien par entité qui occupe la surface tertiaire. Donc l'objectif à atteindre, c'est vraiment la société qui occupe la surface tertiaire et non la moyenne de toutes les sociétés au sein d'un même bâtiment. Donc c'est-à-dire qu'une société peut très bien avoir des bureaux dans plusieurs bâtiments et ben, on va analyser la moyenne de ces bureaux dans chaque bâtiment, de ces consommations dans chaque bâtiment pour voir si cette société répond au décret tertiaire. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, que c'est bien l'occupant au titre de son numéro de sirène, on va dire, qui doit respecter le décret tertiaire et non pas le bâtiment lui-même. Et même s'il n'a pas 1000 mètres carrés, parce que finalement, là, on a des exemples de surfaces qui sont de 165, 143, 71, Oui, qui sont qu'une partie des des 1000 mètres occupants carrés du bâtiment. du bâtiment ou des 1000 mètres carrés des 10 bâtiments, Mhm. parce qu'il peut y avoir trois bâtiments de 500 mètres carrés. Voilà. Ok. Donc typiquement, un bureau de 20 mètres carrés dans un bâtiment de 1500 mètres carrés, ben, il est soumis au décret tertiaire. Donc en conclusion sur ce décret tertiaire, les points de vigilance à être attentifs, c'est ne pas oublier d'inclure et de déclarer les consommations et les surfaces des parties communes, donc au prorata de chaque lot potentiellement privatif, de porter une attention sur la catégorie d'activité, donc un point extrêmement important pour atteindre les objectifs, ne pas forcément partir systématiquement sur la valeur par défaut. Voilà, l'intensité d'usage et les sous-catégories peuvent avoir un impact majeur sur l'atteinte ou non du décret tertiaire, de bien répartir le rôle entre les différentes parties prenantes. C'est bien l'occupant qui est responsable de sa déclaration sur Opera et le propriétaire qui a un devoir d'information et de transmission des éléments. Et ne pas oublier que pour respecter le décret tertiaire, on n'est pas obligé de faire un audit énergétique extrêmement poussé dans un premier temps, qu'on peut déjà regarder où on est situé en termes de consommation pour ensuite avoir une analyse un peu plus précise et voir quel outil utiliser pour atteindre un niveau de performance meilleur. Ok, donc pour conclure sur cette première partie de décret tertiaire, vous avez compris que les enjeux, et en tout cas les objectifs étaient relativement forts, mais qu'il y avait des moyens finalement pas que compliqués d'atteindre, enfin, de manière de les respecter. L'objectif du décret tertiaire, lui, il va viser à améliorer la performance énergétique du bâtiment via son enveloppe, hein. L'objectif, c'est de réduire ses consommations d'énergie, d'installer des compléments ou de renouveler ces équipements par des équipements performants, notamment autour du chauffage, du refroidissement, de la production d'eau chaude et pourquoi pas la réduire via aussi des panneaux photovoltaïques. On va pouvoir continuer à optimiser aussi la consommation via l'exploitation des équipements, parce que vous avez parfois des équipements installés qui sont performants, mais peut-être mal régulés ou mal optimisés ou mal exploités, hein, tout simplement. Et finalement, on peut répondre à cette obligation du décret tertiaire, certes en faisant des travaux sur le bâtiment, en changeant les équipements, mais aussi en travaillant sur l'exploitation. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi respecter ce décret tertiaire et vouloir optimiser l'exploitation de votre bâtiment pour réduire vos consommations et vos charges. Et l'objectif, in fine, c'est aussi d'adapter et de diffuser un message aux occupants des logements pour qu'il y ait un comportement qui change visant à une situation éco-responsable qui est bien engagée à travers ce décret. Voilà. Et petite précision, c'est que globalement, quand on veut réduire les consommations d'un bâtiment tertiaire, le meilleur moyen dans un premier temps, c'est vraiment de toucher à la régulation. C'est généralement des investissements qui peuvent être plus limités que améliorer la performance énergétique de l'enveloppe. Et on peut atteindre un pourcentage d'économie assez conséquent, d'où le décret Bax aussi, qui met en avant cet aspect de régulation. Ok, super. Merci Florian pour ce premier thème abordé.
On espère avoir répondu à certaines de vos interrogations. On va passer à la suite, le décret BAX, qui lui vise d'autres engagements sur les bâtiments tertiaires. Le décret BAX, il impose aujourd'hui l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires pour piloter les équipements techniques et le bon fonctionnement. On pense aujourd'hui que dans un bâtiment tertiaire, l'intégralité des choses est bien installée, bien régulée, bien automatisée, et c'est loin d'être le cas. Les dispositifs aujourd'hui qui sont exigés, c'est pour certaines typologies de bâtiments, du moins pour certaines consommations, et ils vont permettre de réguler, d'améliorer les consommations d'énergie à travers des scénarios d'usage adaptés finalement à l'usage du bâtiment, de ses occupants, tout en garantissant le confort et la santé. Les personnes, enfin, les entreprises qui sont concernées par le décret BAC, ce sont les propriétaires des équipements de chauffage et de climatisation. On n'entend pas là les occupants. Les occupants aujourd'hui peuvent avoir certaines obligations d'entretien dans le bâtiment, mais ceux qui sont concernés par l'investissement finalement potentiel d'équipements de régulation, ce sont bien les propriétaires des systèmes, donc bien souvent les propriétaires des bâtiments. Le décret BAX engage les bâtiments tertiaires existants, mais aussi les bâtiments neufs qui sont parfois dépourvus de systèmes de régulation ou d'interconnexion des systèmes de régulation avec les différents équipements. Aujourd'hui, les bâtiments qui sont concernés sont tous les bâtiments tertiaires qui ont des systèmes de chauffage et climatisation dont la puissance est supérieure à 70 kW. Vous avez entendu parler de différentes puissances. Florian va vous donner des détails sur les sujets, on entend parler de 290 kW et aujourd'hui de plutôt 70 kW de puissance. Voilà, donc en effet, le calendrier d'application du décret BAC, c'est assez fourni, donc on ne vous l'a pas mis en détail aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce jour, la mise en place de ce décret BAC est obligatoire pour tous les bâtiments neufs, hormis certains cas de dérogation que l'on verra par la suite. Il est également obligatoire à ce jour pour tous les bâtiments existants équipés d'un système supérieur à 290 kW, donc on parle de puissance utile bien sûr. Et à compter de 2030, donc c'était 2027 encore récemment, mais la date a été repoussée, donc à compter du 1er janvier 2030, ça sera également obligatoire pour tous les bâtiments existants avec une puissance d'équipement supérieure à 70 kW. Alors il y a un petit point d'exclamation, c'est pour rappeler quand même que du moment que vous remplacez un équipement de chauffage qui est supérieur ou de climatisation supérieur à 70 kW, et ben, même pour les bâtiments existants, vous êtes déjà soumis à cette obligation de décret BAX depuis 2023. Donc en fait, tous les bâtiments devront être équipés d'ici 2030, tous les bâtiments existants. Mais si vous remplacez un équipement sur un bâtiment existant aujourd'hui, si l'équipement est supérieur à 70 kW, vous êtes soumis au décret BAX. Donc en fait, ça embarque dans beaucoup d'entreprises parce que 70 kW, On l'atteint très rapidement. Oui. On y arrive rapidement. Et ce que je n'ai pas précisé pour rappeler, c'est que les 70 kW, ça ne concerne pas que les systèmes de climatisation réversible, ça peut être aussi des radiateurs électriques, un raccordement au réseau de chaleur. C'est du moment qu'on a plus de 70 kW en puissance utile pour faire du froid ou du chaud. En quoi consiste ce décret BAC? C'est notamment ce qu'on va appeler la GTB ou GTC, c'est la gestion technique du bâtiment ou la gestion technique centralisée. C'est que globalement, ce décret BAC va demander à ce que cette GTB ou GTC permette de suivre, enregistrer et analyser en continu les données de production et de consommation énergétique par pas de temps horaire. Et ces données devront être conservées à l'échelle mensuelle pendant 5 ans. Donc là, on demande d'avoir une vraie analyse de données et d'avoir vraiment un stockage de ces données pour avoir un historique et une analyse précise. Ce décret BAX va aussi demander de pouvoir situer l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport notamment aux valeurs de référence du décret tertiaire. Donc quand on parlait tout à l'heure que le décret tertiaire était une obligation de résultat, là le décret BAX, on est vraiment cette fois-ci sur une obligation de moyens permettant de diminuer les consommations et donc d'aller respecter le décret tertiaire. Ce décret BAX va aussi permettre de détecter les pertes d'efficacité. Donc, pour faire assez simple, c'est tous les reports d'alarme des systèmes, tous les reports qui existent en termes de panne doivent être automatiquement intégrés à cette GTB pour pouvoir alerter l'exploitant de manière rapide et pouvoir engager des actions correctives efficaces. Et bien sûr, il faut que ça soit interopérable avec les différents systèmes techniques qu'on va voir en suivant. Donc ce décret BAX, il va quand même assez loin. Ce décret BAX va demander à ce que tous les équipements qui figurent ici soient accordés sur cette GTB.
Donc que ça soit le chauffage, la climatisation, la ventilation, l'éclairage, l'eau chaude ou la production d'énergie, par exemple avec des panneaux photovoltaïques. Ce décret BAX, on va regarder si on est éligible à ce décret BAX, si on est soumis à ce décret BAX, seulement sur la partie chauffage et climatisation. Par contre, du moment que vous êtes éligible, ben, vous avez l'obligation de raccorder aussi les différents autres systèmes comme l'éclairage ou la production d'énergie renouvelable. Là, ce qui veut dire que tu es en train de parler de pilotage et de suivi sur pas de temps horaire, Oui, avec une sauvegarde pour 5 ans sur ces différents usages oui, dans le bâtiment. oui. Donc ça nécessite quand même un matériel quand même assez significatif. Oui, et des investissements souvent assez significatifs pour des résultats qui, dans certains cas, sur des bâtiments tertiaires, typiquement la consommation d'eau chaude sanitaire n'est pas un élément prépondérant de la consommation énergétique du site, mais le décret tertiaire, le décret BAX, pardon, nous demande de raccorder quand même ces éléments à la GTB. On verra par la suite qu'il y a quand même des cas de dérogation et que dans les cas de dérogation, on peut potentiellement ne pas raccorder l'éclairage ou l'eau chaude sanitaire si on a des temps de retour supérieurs à 10 ans. Quand on parle de GTB ou GTC, on évoque très souvent la classe A, B, C ou D d'une GTC ou GTB. C'est, pour faire assez simple, c'est des performances ou des fonctionnalités de la GTB qui sont plus ou moins avancées. Je vous prends par exemple la classe A, c'est une classe de GTC qui va permettre de réguler la température en fonction de l'occupation des locaux, en prenant en compte des détecteurs de présence, des détecteurs CO2, enfin des équipements quand même assez complexes à mettre en œuvre et souvent assez onéreux. Mais en fonction de la différente classe de GTB, vous allez pouvoir répondre au décret BAX, sachant que la GTC de classe C permet de répondre au décret BAX. Voilà, donc si vous avez une GTC de classe C, on peut répondre au décret BAX. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on y répond obligatoirement. Un exemple concret qu'on a déjà vu sur des sites, c'est qu'on a bien une GTC de présente, mais il n'y a rien de raccordé dessus. Donc s'il n'y a rien de raccordé dessus, ou qu'on ne pilote pas, ou qu'on n'enregistre pas correctement les consommations, ben, on ne respecte pas le décret BAX. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas forcément grand-chose à faire pour le respecter, mais qu'aujourd'hui on ne le respecte pas. Petit point aussi important, mais qui n'est pas neutre dans certains cas, c'est qu'on peut avoir des aides financières, notamment les certificats d'économie d'énergie. Et on vous a donné un ordre de grandeur. Quand on met en place une GTB de classe B, on peut avoir entre 2,50 € et 3 € d'aide financière par mètre carré. Et ça peut aller entre 4,50 € et 5 € par mètre carré si on est sur une GTB de classe A. Donc, en fonction du projet et en fonction du surcoût d'investissement généré par les différentes classes de GTB, ça peut être intéressant d'aller chercher une classe supérieure si les aides financières permettent de compenser l'investissement. Ensuite, on arrive au cas d'exemption. On l'a vu, c'est que ce décret BAX, il nécessite quand même de raccorder énormément de choses, d'aller quand même très loin sur la régulation et sur l'enregistrement des données. Et donc, le fait d'aller aussi loin, ça nécessite aussi généralement des investissements assez conséquents. Il y a un cas de dérogation qui est valable à la fois sur les bâtiments neufs et existants. C'est si on est en capacité de justifier que le temps de retour sur investissement de la mise en place de ce décret BAX est supérieur à 10 ans. Si le temps de retour est supérieur à 10 ans, alors on n'est pas obligé de respecter et de mettre en application ce décret BAX. S'il est inférieur à 10 ans, on a l'obligation de respecter ce décret BAX, sachant que le temps de retour sur investissement, il va devoir se calculer par usage. Donc, pour faire assez simple, il faudra le calculer sur le chauffage et la climatisation. Si on est inférieur à 10 ans, ben, on doit respecter le décret BAX, mais si ce temps de retour est supérieur à 10 ans sur l'éclairage ou sur l'eau chaude sanitaire, eh ben, on aura comme obligation de raccorder seulement le chauffage et la climatisation et pas les autres usages. Donc ça nécessite quand même de faire une étude quand même assez poussée pour savoir si on peut être dans ces cas de dérogation ou non. Sachant qu'il faut bien avoir en tête quand même un point important, c'est que même si on est dans un cas de dérogation, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas mettre en place une régulation efficace avec un investissement limité ou maîtrisé, voilà, qui ne répondrait pas forcément à 100% du décret BAX, mais qui permettrait de diminuer quand même sensiblement la consommation énergétique du bâtiment. Ou est-ce que finalement on peut être exempté du décret BAX, mais des solutions économiquement extrêmement viables, Oui. simples à mettre en place et qui font bénéficier directement sur la facture d'énergie? Exactement. Donc, Ok. on n'est pas obligé d'aller, je prends un exemple concret, mais qu'on a, le décret BAX nous demande de mesurer la consommation électrique des cassettes ou des ventiloconvecteurs qu'on a pour le chauffage ou la climatisation, qui nécessitent de mettre en place des compteurs d'énergie, des compteurs électriques à plein d'endroits différents et notamment sur des parties privatives.
Ça fait monter le coût d'investissement assez conséquent pour avoir une donnée qui, au final, n'est pas du tout indispensable pour bien piloter et bien réguler un bâtiment. Voilà. Donc, typiquement, des cas concrets qu'on peut avoir, des cas pratiques sur site, c'est qu'à gauche, le cas numéro un, c'est qu'on peut très bien avoir un site qui aujourd'hui est déjà équipé partiellement de plusieurs équipements, comme de compteurs d'énergie déjà présents dans les armoires électriques ou des compteurs d'énergie sur l'alimentation sur un réseau d'eau glacée ou un réseau de chauffage, avec également des thermostats d'ambiance qui peuvent être pilotables, mais tout ça, ils ne sont pas raccordés à une GTC. Ils ne sont pas pilotables et donc on peut venir en fait se raccorder directement dessus. Donc on a déjà les équipements et là l'idée c'est juste de les rendre communicants et de pouvoir les piloter à distance à travers la GTC et on peut avoir des investissements dans ce cas-là des TRI inférieurs à 10 ans. Respecter le décret BAX de manière assez simple parce qu'on a déjà des équipements qui sont prééquipés mais qu'on n'utilise pas forcément en pilotage à distance. Voilà. Et dans d'autres cas, on peut avoir des sites où en effet, dans les armoires électriques, on n'a pas du tout de compteur, on a des thermostats qui peuvent être vieillissants, qui ne peuvent potentiellement qui ne sont pas communicants, et donc là, qui nécessitent des investissements assez conséquents, où on aura un TRI supérieur à 10 ans. Et sur ces sites-là, par contre, on peut quand même aller mettre en place une régulation avec un pilotage à distance, sans respecter tout, point par point tout le décret BAX, mais avoir un gain économique très conséquent sur la consommation énergétique du bâtiment. Donc là, finalement, sur le décret BAX, on est sur une vraie obligation de moyens, parce qu'il Oui. faut qu'on mette des équipements en place pour pouvoir répondre à un décret, alors que le décret tertiaire était plutôt une obligation de résultat. Et finalement, l'un est plutôt imbriqué avec l'autre, finalement, presque. Les deux sont imbriqués. Les deux sont Voilà. imbriqués. Le décret BAX permet d'atteindre des objectifs du décret tertiaire. Voilà. Et par contre, où vraiment il faut être vigilant, c'est que même si le décret BAX parfois fait peur, est trop compliqué à atteindre, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas des actions intéressantes à mettre en place. Et on l'a déjà fait sur plusieurs sites avec des gains de 10, 15, 20% sur les consommations, juste en ayant une régulation simple, efficace, qui ne respecte pas 100% du décret BAX, mais qui est efficiente. Donc, pour résumer notre accompagnement, aujourd'hui, on peut vérifier l'éligibilité de l'ensemble de votre parc immobilier et éventuellement des dérogations, hein. Et c'est pas, comme disait Florian tout à l'heure, mener des audits assez lourds et assez poussés, mais on peut déjà survoler avec vous si les bâtiments que vous gérez sont dans ces obligations-là. En l'occurrence, et derrière vérifier, faire des études de faisabilité pour vérifier ce qu'il y a à faire, s'il y a des travaux à engager sur votre patrimoine immobilier. Et puis, on sera en capacité aussi, hein, d'exécuter la maîtrise d'œuvre et le suivi de travaux, si besoin, s'il y a effectivement des choses un peu plus concrètes à engager dans vos bâtiments. Donc, ça se fait à trois échelles, hein. Déjà, on vérifie sur le papier si vous avez des choses à engager, si vous avez des choses à vérifier, si vous êtes lié à ces obligations de décret tertiaire et de décret VAX. Et puis, derrière, on vous accompagne potentiellement jusqu'à la remise des clés de ces travaux d'amélioration pour pouvoir respecter le décret BAX et le décret tertiaire, et ou plutôt le décret BAX et le décret tertiaire sur l'ensemble de votre patrimoine tertiaire. Voilà. Et comment intégrer potentiellement ces obligations de manière efficiente dans le cas de remplacement d'équipement? C'est-à-dire qu'au moment où on remplace un équipement, c'est généralement à ce moment-là qu'il faut se poser ces questions et de savoir est-ce qu'on va respecter 100% du décret BAX ou on rentre dans les cas de dérogation, mais on peut quand même faire des choses efficientes en termes de régulation. Merci Florian pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi le webinaire. On reste à votre disposition sur ces sujets réglementaires et techniques. Et puis on vous dit à très bientôt pour le prochain webinaire. Au revoir.